Bonjour à tous et bienvenue sur Kill Real. Aujourd'hui, on vous parle de Stranger Things. On va pas se mentir, on attendait cette série-là comme le Messie. Dès la première bande-annonce, moi personnellement, je me suis dit, c'est ce que j'ai voulu toute ma vie d'une série. Un truc à la 80s avec du mystère, science-fiction, tout le kit. Moi, c'est quelque chose que j'attendais énormément. En fait, à chaque fois qu'on enregistrait un épisode de Kill Real, Michael insistait pour regarder la bande-annonce Ouais, c'était un petit peu de Stranger Things. une maladie. Puis c'est pas mal lui qui m'a passé le virus et j'attendais finalement aussi avec beaucoup d'impatience l'arrivée de Stranger Things. C'est vrai qu'on fait probablement un petit détour de l'horreur pure dans cet épisode parce que c'est avant tout une série de science-fiction, mine de rien. Avec des éléments d'horreur, mais c'est beaucoup plus science-fiction. Voilà, les petits éléments d'horreur nous servent d'excuse pour pouvoir en parler parce qu'on a très envie d'en parler. Puis il faut aussi quand même reconnaître que c'est presque un phénomène de société. Moi, ces 2 dernières semaines, j'ai eu sur mon newsfeed Facebook autant de posts sur Stranger Things que sur Pokémon Go. Donc, c'est pour dire... Ça prouve. Ouais, c'est pour dire à quel point il faut qu'on parle de cette série. Et bien entendu, pour parler de cette série, on va devoir faire des spoilers. Habituellement, on fait plutôt une partie de la vidéo dans laquelle on met des spoilers. Mais là, étant donné que la série est sortie d'une traite que tout le monde a vu, on s'est dit que ça rentre un peu dans le cas Star Wars. Si vous l'avez pas vu et que vous faites spoiler, c'est de votre faute. Donc, si vous n'avez pas vu la série, on vous recommande tout de suite de la regarder. Bon, de manière générale, est-ce que Stranger Things a satisfait nos attentes? Je te laisse commencer. Oui. Oui. Non. Oui et non. Oui et non. Mais généralement, oui. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir avec cette série-là. Je trouve que c'est une excellente série Netflix, une des meilleures depuis quand même très longtemps. Mais à cause que nos attentes étaient tellement hautes, je mentirais si je disais que ça l'a tout comblé ce que j'attendais de cette série-là. Le premier ressenti que j'ai eu finissant cette saison-là, c'est pas exactement ce que je voulais. Mais c'est ça. C'est pas que la série n'était pas aussi bonne qu'on aurait voulu qu'elle le soit. C'est qu'on s'attendait à une autre série. Oui, à autre chose totalement. Pas à quelque chose de nécessairement meilleur ou whatever. C'est juste différent. Mais avant que vous nous jetiez des pierres, on a aimé oui, la série. on a beaucoup aimé. Mais nos notes vont prouver qu'on a aimé ça parce qu'on prévoit de donner des assez bonnes notes. Oui. Mais en même temps, on a un paquet de choses à dire. Il y a un paquet de choses qui ne vont vraiment pas dans la série. Ouais. Mais on l'a aimé. Alors premièrement, pourquoi est-ce que ça n'a pas respecté nos attentes? C'est parce que on s'attendait vraiment à une série plus du genre gros mindfuck science-fiction. Ouais, la grosse science-fiction hyper complexe avec plein de concepts différents de voyage dans le temps, de réalité alternative, tout des le théories kit. du complot, toutes ces affaires-là. Puis ça, en fait, je pense que c'est dû au marketing. Oui. C'était vraiment présenté comme... Tu sais, la première bande-annonce, on disait vraiment pas trop. On savait qu'il y avait un enfant qui avait disparu, mais qu'il y avait un petit groupe de jeunes qui trouvaient une fille au beau milieu de la forêt, qu'elle avait un chiffre tatoué sur le bras. Il y avait une histoire de gouvernement, de... Il y a des lumières blanches. Ah, il va y avoir peut-être des extraterrestres ou... Je trouve que ça nous mettait plein de pistes assez weird. Puis un peu grandiloquent. Ouais. On voyait venir quelque chose de big. Puis au final, c'est quand même assez simple. Tu sais, c'est... Comme on le dit sans arrêt, c'est carrément Super 8. C'est Super 8 de J.J. Abrams. Ouais. Mais étiré sur une série de 8 épisodes. De 8 épisodes. C'est Super 8 Extended Cut. Ouais, c'est ça. Mais malgré tout, c'est quand même... Ce qu'il y a là est efficace, on va se le dire. Comme on dit, on s'attendait juste à autre chose. Mais c'est aussi que la ligne scénaristique est très simple. C'est pas seulement qu'on fait le tour du mystère assez rapidement. Oui, déjà, mais en plus, il y en a pas assez. Il me semble que dans des scénarios de ce genre-là, il y a vraiment matière à créer tout un embranchement de questionnements, etc. Oui, et puis là... Surtout que je trouve qu'à la base, ça jette un peu les fondations d'une série qui promet d'avoir des éléments comme ça. Oui. C'est juste quand tu mets la disparition de quelqu'un avec une conspiration gouvernementale, avec, tu sais, il y a une base secrète, on sait pas trop ce qui se passe, on sent qu'il se passe des trucs assez louches, une petite fille qui a un tatou sur le bras avec un chiffre, tu sais, on se dit, écoute, il doit y avoir d'autres personnes qui ont des tatous comme ça, fait, on se pose plein de questions, puis là on peut déjà, tu sais, on peut se parler de spoiler, vu qu'on s'est dit qu'on se le permettait. Tu sais, il y a aussi la découverte du faux cadavre
de l'enfant qui a disparu, Le plein faux d'éléments cadavre. comme ça qui nous font en fait espérer pour un mystère à la Lost ou à la X-Files de fou. Puis finalement, c'est E.T. Ouais. Mais E.T. c'est bon. C'est ça l'affaire. Ben, le problème, c'est aussi que tout est dévoilé extrêmement vite. Ouais. Je pense que c'est l'épisode 4, comme tu disais, là, on a fait on a fait le tour. Ouais. On a fait le tour, et puis les 4 derniers épisodes servent à Ouais, c'est la, plus la une seule conclusion question. La question, c'est même pas tant une question, c'est plus il faut retrouver Will, qui est le petit gars qui a disparu, puis on le retrouve. C'est comme plus une quête plutôt que la résolution d'un mystère. Puis, mettons, moi, mes épisodes préférés, c'est les épisodes 3 et 4. Moi aussi. C'est les 2 épisodes où est-ce que là, on commence à se dire, hey, il se passe des trucs vraiment weird dans cette ville-là. Ben, je sais plus si c'est dans le 3 ou dans le 4 qu'il y a le fameux faux cadavre. C'est dans le 4. Ok. Ou dans le 5, je suis plus sûr. Je pense que c'est dans le 4 parce que je t'avais envoyé un message pour te dire oh my god, quand tu vas voir l'épisode 4, c'est malade. Mais oui, le fameux faux cadavre, faut qu'on en parle, je m'excuse, mais. Ah non, c'est hyper important. Ouais, c'était vraiment le moment où tu te dis bon, on a compris qu'il y a une sorte de grosse bête là, extraterrestre, machin chose, et puis comme le faux cadavre amène l'aspect conspirationniste. Ouais. Qui est, selon moi, un des trucs les plus excitants dans ce genre de films ou de séries-là. C'est comme les conspirations. Moi, je serais ben gros là-dessus. Et puis, quelle excellente idée qu'un faux cadavre d'enfant. Moi, je m'étais dit, à ce moment-là, hey, peut-être que 3/4 des cadavres dans la morgue, c'est des faux, puis il se passe une grosse conspiration, mais finalement, c'est tellement pas poussé. Imagine s'ils avaient comme réussi à exhumer le corps de toutes les personnes ayant vécu dans ce bled-là, puis que tous les cadavres sont remplacés. Comme, il y a tellement de choses qui auraient pu se passer dans cette série. Mais je trouve qu'un autre élément comme ça, qui est hyper prometteur, c'est l'élément des réalités alternatives. Ouais. Quand le professeur se met à parler qu'il existe peut-être un monde caché en dessous d'une autre. L'Upside Down. Le Upside Down. Qui reprend la même explication que Interstellar. Que Interstellar là, avec la feuille pliée en deux. Il me semble que c'est une assiette en carton là. Ouais, lui c'est une assiette en carton, mais dès que cet élément-là est apparu, j'ai fait oh mon dieu, ça va être tellement bon. Mais tu sais, le Upside Down, c'est un élément c'est juste un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière et puis il y a une grosse bête qui se c'est comme vraiment une version dark de notre monde qui rappelle vraiment beaucoup Silent Hill. Il y avait plein de possibilités pour cette série-là d'être quelque chose de... Tu sais, de la grosse science-fiction compliquée, puis vraiment riche. Quelque chose de plus mature, en fait. Ouais, mais en même temps, comme... Peut-être c'est notre problème à nous, là. Comme je te dis, que nos attentes étaient peut-être juste pas à la bonne place. Très certainement. Mais en même temps, mais c'est de leur faute s'ils l'ont envoyé vers... Ouais. Dans le fond, ils ont vraiment marketé ça comme une série plus pour adultes, il me semble. Ouais. Puis au final, on se retrouve avec quand même un... on va en reparler plus tard, mais on se retrouve avec un mélange entre les Goonies et puis E.T. Ouais, c'est Goonies, E.T., avec un peu de Poltergeist, avec un peu de... Ouais. Mais on peut parler aussi d'un autre problème qui n'en est peut-être pas un, mais en tout cas, ça manquait de cliffhangers. Ouais. La série a vraiment un format de cinéma. Moi, c'est beaucoup plus, à mon avis, un long film de 8 heures qu'une mini-série. Ouais. Parce que comme tu dis, ça suit pas tant les codes des séries habituelles comme les cliffhangers. Je trouve que la fin de la saison, en général, ça aurait dû être la fin de chaque épisode. Oui. Tu sais, vraiment, là, comme tu finis... tu sais, la saison finit avec plein de petits indices menant à quelque chose qui va suivre dans une future saison, peut-être. Mais je trouve que c'est ça qui manquait à la fin de chaque épisode. Mais en même temps, je pense que tout le monde a binge-watché ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde a regardé la série genre d'une traite. Moi, je l'ai regardé en 2 jours. Ouais, moi aussi. Parce que j'ai dû faire des pauses pour Fantasia. Ouais. Mais j'aurais pu rester chez moi puis la regarder. Ah oui, totalement. Donc la question qui se pose et qu'on s'est posée après coup, c'est pourquoi est-ce qu'on a continué à regarder cette série-là? Ouais, c'est quand même une bonne question parce que autant que le scénario est correct, tu sais, c'est bien fait, c'est efficace, mais autant que ça ressemble à quelque chose de très déjà vu, là, en fait. Tu sais, comme on disait, Super 8 et compagnie. Ben non seulement déjà vu, puis aussi, comme on l'a dit, de très simple. Oui. Comme ça aurait pu être un scénario très compliqué, qui aurait été volé je sais pas où. Mais non, c'est quelque chose de très convenu, très déjà vu, et très simple. Une des raisons, c'est la mise en scène qui est vraiment, vraiment bien faite. Ouais, il y a des très bons effets de mise en scène, il y a des très bonnes idées là. C'est quand même impressionnant aussi, vu que c'est la première série des Duffer Brothers. C'est leur premier projet qui leur appartient à eux. Puis je trouve qu'ils sont extrêmement prometteurs là, dans ce qu'ils nous offrent avec cette série-là en termes de mise en scène. Puis ils ont réalisé une bonne partie des épisodes aussi. Oui. Un des meilleurs exemples
de bonne mise en scène, c'est probablement les lumières de Noël accrochées partout dans la maison. Puis ça, c'est extrêmement bon parce que, premièrement, déjà, c'est super beau. Ouais, visuellement, c'est fou. Puis en plus, ça offre un super bon moyen de communication, non seulement entre les personnages, entre les différents univers du personnage, puis aussi avec le public. Mm-hmm. C'est très participatif là quand on voit que les lumières dessinent un chemin, on enquête avec le personnage. Puis aussi il faut préciser que Stranger Things c'est quand même pile dans nos intérêts. Ouais, totalement. Là. Michael est un énorme fan de thriller et mystère. Mm-hmm. Particulièrement quand ça se passe dans les années 80. Ouais, voilà. Et qu'il y a des petits gars qui font du vélo à la recherche de l'inconnu. Ouais. Ça aussi, ça nous a permis un peu, je pense, de pas lâcher la série qui a des grosses faiblesses en termes d'écriture, mais qui sait retrouver de l'intérêt au niveau de la mise en scène et puis des thématiques. Mais je pense aussi, c'est drôle qu'on n'a pas parlé avant, mais la direction photo est quand même très, très folle. Elle est très, très belle. C'est vraiment beau, puis c'est super clean. Je trouve que c'est le juste milieu, en fait, entre l'esthétique des années 80 puis quelque chose qui est plus contemporain, là, justement, avec l'élément super clean. Il y a un très bon dosage. Ouais. Mais le problème, c'est aussi qu'il n'y a pas juste cette intrigue principale qui manque de patates. Il y a toutes les intrigues secondaires. Ouais. Qui, moi, personnellement, c'est le plus gros problème de la série. Ben, je pense aussi, oui. Comme les deux éléments qui me viennent en tête sont les bullies ou bien les intimidateurs. Du trio principal, que c'est comme deux petits gars qui arrêtent pas de les écœurer, de rire d'eux, tout le kit. C'est même de les maltraiter, les molestes. Ces personnages-là sont assez importants. Oui. Comme ils deviennent importants plus l'histoire avance. Bah déjà, ils sont peu intéressants, mais surtout, ils sont over the top. Ah oui. Parce que déjà, ce sont deux enfants qui sont genre comme d'une méchanceté sans fin. Mm-hmm. C'est comme, on le dit, les enfants sont cruels, mais ceux-là, c'est des psychopathes. Ouais, non, c'est littéralement des psychopathes. Une menace à couteau. Ouais, c'est ça. Une scène où ils sortent un couteau pour... Ah oui, pour vouloir poignarder Dustin. Ah oui, ils veulent forcer Mike à sauter en bas d'une falaise. Oui, c'est ça. C'est des fous. Autre prétexte scénaristique qui sert un peu à rien, mais qui pourrait servir à tellement plus, c'est le personnage de Barbara et de sa disparition. Honnêtement, elle ne sert qu'à une seule chose, c'est amener le personnage de Nancy dans l'intrigue. Ouais. Lui donner une raison d'enquêter. C'est ça. C'est tout. Mais je trouve que, comme je te disais, sa disparition en soi, c'est un élément intéressant. Mais c'est le fait qu'elle soit tellement mise de côté vers la fin du récit. Là, tu sais, une fois qu'on trouve Will, elle est morte. Et qu'on trouve le cadavre de Barbara. Elle est morte, mais là, c'est comme si toute la ville, on s'en fout, on a trouvé Will. Il y a Nancy qui comme tire un peu la tronche un petit peu en arrière. Il y a un plan, hein. Yeah, c'est ça. On apprend que, tu sais, c'est Eleven, elle dit, j'entends pas, je pense que Barbara, tu sais, j'entends pas sa présence ou whatever. Ouais. Puis là, Nancy, elle fait juste... Fin de Barbara. Mais quoi qu'il en soit, Barbara demeure juste un simple prétexte. Ouais, un déclencheur d'intrigue secondaire qui, encore une fois, n'est pas creusé. Mais je pense qu'avec ce personnage-là, ça nous mène justement au personnage en général. Ouais. On va parler de tout le casting qui est assez large et riche. Oui. Parlons des enfants, par exemple, qui sont presque les personnages principaux. Il y a vraiment beaucoup de personnages principaux en fait dans cette série. Oui, vraiment beaucoup. Mais ceux qui vont être comme les premiers à nous embarquer dans la série, les enfants. Ouais. Qu'as-tu pensé des enfants, Michael? Parce que ça, on s'entend pas là-dessus. Ben, on s'entend pas. Je les ai aimés, je dirais sans plus. J'aurais aimé ça être totalement dedans. Puis malgré que, tu sais, j'ai vécu un gros sentiment d'identification avec eux, tu sais, avec Donjon Dragon, puis tout le temps passé dans les sous-sols à jouer à des jeux quelconques. Moi, plus jeune, j'étais un loser comme eux, là. Ouais, non. Je faisais pas partie des cool kids. C'était jeux vidéo, vieux films d'horreur poche que personne veut regarder. Tu sais, je me suis identifié à eux, mais on dirait que j'aurais voulu qu'ils soient plus creusés. Puis je trouve que le seul personnage qui est creusé, c'est Mike, à cause que justement on voit sa situation familiale et tout ça. On dirait qu'on peut comprendre qu'il existe vraiment dans cet univers-là,
Tandis que les deux autres, qui sont Lucas et Dustin, qui sont les deux autres amis de Mike, j'ai l'impression que eux sont là que pour être les amis de Mike. C'est ça. Malheureusement. Mais en même temps, je les ai trouvés attachants, ils étaient drôles, ils étaient intéressants. Moi, j'ai le sentiment d'identification dont tu parles, il était vraiment très fort chez moi, comme j'avais l'impression de voir des vieux amis à moi. Si on compare à d'autres films qui reposent un peu sur le même modèle de personnages, comme The Goonies ou E.T., ce sont à chaque fois peut-être pas dans E.T., mais en tout cas dans The Goonies, ce sont des personnages bien plus caricaturaux, selon moi. Ouais, mais ils sont beaucoup plus forts. Genre, leur personnalité est beaucoup plus définie de manière claire et précise. Ça reste un gros stéréotype. Alors que j'ai trouvé dans Stranger Things, les personnages n'ont pas de background, on sait pas d'où ils viennent, ça fait chier, je suis d'accord avec toi. Mais je voyais mes amis quand j'étais plus jeune. Puis le personnage de Dustin, par exemple, j'ai trouvé excellent. Ouais, c'était le comic relief, mais c'était pas un gros cliché ou un gros personnage ridicule et bouffon comme Choco dans The Goonies. Ouais. Dans Les Enfants, il y a aussi le personnage de Elle. 11. Ah oui, je sais même pas comment ça qu'on n'a pas commencé par ça, parce qu'elle est complètement géniale. Moi, c'est parce que c'est un personnage secondaire qui devient un personnage principal. Ouais. Mais aussi le casting est juste incroyable. Moi, j'ai vraiment tombé... Jamais autant de manque d'expression a été aussi expressif. Oui, totalement. Chez un personnage. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce personnage-là. Je trouve que son interprétation et tout, c'était super touchant. Puis en même temps, elle est bizarre. On s'intéresse vraiment beaucoup à elle. Puis aussi, c'est la relation qu'elle a avec les autres enfants, c'est super intéressant. Il y a comme un lien vraiment fort avec Mike, puis il y a une hésitation avec Luca, puis je trouve que c'est vraiment riche, puis c'est en grande partie dû à son interprétation à elle. Ouais, puis moi en plus, c'est typiquement le genre de personnage que j'haïs. La gamine, elle le joue. Elle joue vraiment très bien. Elle est vraiment bonne. Je serais très curieux de savoir si c'est juste du talent pur ou si c'est une excellente direction d'acteur. Mais je sais pas. Elle a été connue précédemment pour une autre série britannique, parce qu'elle est britannique, qui s'appelait The Intruders. J'ai pas écouté, mais apparemment que c'était super bon, puis elle est vraiment excellente là-dedans. Puis je serais vraiment curieux de voir justement ce qu'elle fait par la suite, parce que je trouve qu'elle est extrêmement prometteuse. Mais sinon, après ça, on a tout ce qui est plus les ados. Je pense qu'on peut dire qu'il y en a 3 principales. Il y a Nancy, qui est la sœur de Mike. Je l'ai bien aimée. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Nancy. Je trouve qu'au début, je pensais qu'elle allait être la girl next door, un peu nounoun. La première fois qu'on la voit, elle est dans son lit, puis elle parle « Ah, il est tellement beau. » Je suis comme « Ah, ok. » Mais non, ça va vraiment plus loin. Puis justement, quand Barbara disparaît, elle apprend un peu le contrôle de la situation, puis je trouve que ça devient un personnage vraiment fort. Ouais. On peut parler maintenant de son boyfriend dont on a oublié le nom. Oui, je me souviens plus. Lui qui est le beau gosse qui s'avère comme vraiment nice au début, puis on a tout le temps ce doute genre, est-ce que c'est un sale con? Puis finalement c'est un sale con, puis finalement c'est pas un sale con au final. Lui c'est un personnage qui a vraiment eu une très bonne évolution. Qui est vraiment intéressant. Qui est intéressante et qui en plus, je pense, marque vraiment ce que doit être un personnage adolescent. Donc un personnage qui cherche son identité. Oui. C'est vrai. Qui hésite entre être cool ou être quelqu'un de nice, mais pas très cool. Puis lui, il a agréablement évolué là-dedans. Moi, il m'a vraiment surpris ce personnage-là. Je m'attendais à ce qu'il... Mais en fait, j'ai l'impression qu'on avait peur que tout le monde tombe dans un cliché. Puis finalement, je pense que c'est une des forces de la série, c'est que les personnages tombent rarement dans les clichés. C'est ça. Surtout que le cinéma des années 80, c'est des clichés. Souvent, c'est à cette époque-là qu'on a marqué les clichés puis les stéréotypes de personnages. Sinon, on peut parler aussi de Jonathan. Qui est, à mon humble avis, puis je pense... Moi, c'est mon préféré. C'est mon préféré aussi. Ouais, le frère de Will, moi, j'ai vraiment aimé son interprétation, mais aussi, c'est juste un personnage vraiment intéressant. Ouais, parce qu'on sent comme son malaise adolescent, comme si c'est quelqu'un de... Tu sais, c'est un outcast. C'est ça, il a les cheveux devant la face, mais sans être genre comme le gros cliché emo. On sent qu'il a des problèmes à la maison, qu'il les amène avec lui au lycée. Avec ça, s'ajoute comme une couche terrible, son petit frère disparaît. Et puis aussi, sa mère est assez fuckée. Sa mère pète complètement. On s'en parlera on en parle juste après. Puis, donc la disparition de son petit frère comme le chamboule, mais
On sent que son intérieur, là, ça va vraiment pas bien. Ouais. On sent qu'il est sur le point d'exploser et que c'est son rôle de devoir garder la tête haute. Puis lui, il part son enquête dans son coin. Puis à un moment donné, ils croisent le chemin de Nancy, puis ils vont travailler ensemble. Puis c'est le fun parce qu'on sent vraiment que dans la personne de Nancy, il trouve justement une espèce d'une confidente qu'il n'a jamais eue dans sa vie, là. Puis il trouve quelqu'un avec qui relate. C'est ça. Puis ouais, ce personnage-là, moi, c'est mon préféré. Je sais pas quoi dire d'autre sur lui, juste qu'il est... En plus, il le joue tellement bien. Ah oui, c'est ça. Parlons des adultes. Commençons avec le plus célèbre de la série, celui qui est interprété par Winona Ryder, qui est donc la mère de Will, le gamin qui a disparu. Ce personnage-là, on l'aime, mais en même temps, elle chiale tout le temps. Ah oui, totalement. Puis ça tape sur le système à la fin. Oh oui. Honnêtement, au début, j'étais comme, hey, pauvre mère. Oui. Hein? Puis après ça, elle le joue très bien, comme on sent vraiment qu'elle est au bord du gouffre, ça va vraiment pas. Puis là, ça avance un peu, puis là, je suis comme, hey, elle est vraiment triste. Puis là, après ça, rendu à la 5e épisode, et elle se lève le matin. Au bout d'un moment, comme elle a genre un million d'espoir, de soupçons d'espoir qui arrivent de partout. Il y a des gens qui la Son croient. Fils communique Son fils communique directement avec elle. Il y a personne qui veut la croire non plus, mais elle trouve des gens avec qui elle a un soupçon d'espoir, comme le shérif. On a envie qu'elle devienne un peu badass, elle. Parce qu'on n'a aucun personnage qui devient badass. T'sais, en même temps, on peut mettre ça sur sa faute à elle, mais aussi ça peut être la faute des réalisateurs. Oui. Tu sais, c'est... Oui, peut-être qu'elle jouait trop, mais en même temps, c'est les réals qui disaient « pleure, là ». Donc on est un peu déçus par le personnage de la mère. Par contre... Qu'on espère voir évoluer dans la 2e saison. Oui, totalement. Mais par contre, il y a le personnage du shérif, que moi j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. J'avais peur que, tu sais, au début, la première fois qu'on le voit, il est un peu saoul, il se lève chez eux, on se dit, bon, le shérif un peu broche à foin, comme on dirait au Québec. On sait qu'il y a une relation avec la mère de Will. Ouais. Puis ça faisait une dynamique intéressante, puis non, ce personnage-là, j'ai bien aimé. Mais il était beaucoup en subtilité, j'ai trouvé. Puis j'ai retrouvé dans ce personnage-là, on va revenir en plus là-dessus tout à l'heure, je pense. J'ai retrouvé un genre de Fox Mulder. Parce que c'est le policier qui est dedans et puis qui a accès à cette conspiration-là, puis les gens le suivent pas là-dedans et puis il doit se battre un peu contre ça. C'est vrai. Puis il va être, dans le dernier épisode, il va être mêlé directement à ça. Oui, on va revenir là-dessus aussi plus tard. Donc ouais, ce personnage-là, on l'a bien aimé. Contrairement à le méchant, le grand méchant aux cheveux gris. Je reviens encore une fois sur X-Files. Oui. Le grand méchant aux cheveux gris, c'est comme un genre d'autre archétype qui ressemble beaucoup à l'homme à la cigarette dans The X-Files, mais il est tellement plus nul. Ah oui, il est juste mauvais, c'est juste un mauvais personnage. Il est inexistant là, je pense. Ouais. Il est fade, puis pourtant, ce qui était hyper intéressant, c'est que Eleven le prend pour son père. Ouais. Puis ça aurait tellement pu être fou comme élément, là. De montrer justement leur dynamique de père-fille, tu sais. On voit un peu dans les flashbacks, mais c'est mince comme une feuille de papier. Puis je trouve qu'il y a une chance qu'il y avait des cheveux gris de Evil Villain. Bah, des cheveux gris de l'homme à la cigarette. Ouais. L'ennemi est le gouvernement. Ouais. Mais ce gouvernement-là n'est représenté par aucun personnage, si ce n'est celui-ci. Mais c'est raté. Ouais. Parlons justement de ce monstre. Toi, t'as plein de trucs à dire là-dessus, il me semble. Ben, moi, je l'ai pas tant aimé, là, ce monstre-là. Non, moi non plus. Puis, je trouve que le plus gros problème, c'est qu'il est en CGI. À 100%. Oui. On est dans une série 80s. Hommage au film des années 80. Le Glory Days des Practical Effects. Puis, ils ont pas joué là-dessus. Ils auraient dû, selon moi, faire un creature design différent pour pouvoir faire du practical. Puis je trouve qu'un des plus grands hommages qu'on peut faire au cinéma des années 80, c'est ça. C'est les practicals. C'est les practical effects. Puis même dans les petits détails, comme juste une main qui sort, même la main est en CGI. Ouais. Tu sais, je peux comprendre une grosse créature. Tu sais, c'est une série. C'est pas un film avec un énorme budget, là. Je sais pas combien il y avait comme budget, mais tu sais, je comprends que ça coûte bien moins cher. Ouais, mais avec leurs idées de mise en scène, voir qu'ils sont pas allés jusqu'au bout, c'est très décevant. Ouais, vraiment. Parce que je suis certain que ils auraient pu le faire. Continuant dans cette lignée-là de l'hommage, je pense que c'est vraiment important de mentionner que Stranger Things, ben c'est un foutu gros hommage. Ouais. C'est
bourré d'influences, de références assez précises. Mais avant justement de rentrer dans le vif du sujet, Ouais. il faut qu'on règle des comptes. Stranger Things, est-ce que c'est de la référence, est-ce que c'est de l'influence, de l'hommage ou du pastiche? Principalement un hommage au cinéma des années 80, au film Spielberg, Amblin Entertainment et compagnie. Mais aussi, c'est un truc avec énormément de références directes à des œuvres comme E.T., à Alien, quelle autre référence? On mettra Nightmare on Elm Ouais. Street aussi. On mettra un vidéo dans la description qui est vraiment intéressant. Il compare en fait Stranger Things avec d'autres œuvres des années 70 et 80. Puis on voit des références assez directes. Mais aussi sinon c'est juste généralement influence. T'sais, il y a aussi beaucoup de codes culturels Ouais. comme Donjon Dragon, The Clash. T'sais, musicalement c'est assez fou les références. On peut parler de la musique. Ouais. Donc une musique qui est résolument 80s. Mais aussi on va dire qu'elle est excellente. Elle est vraiment très bonne. Très très bonne. J'ai très hâte qu'elle sorte en disque. Ouais. Pour pouvoir me le procurer, parce que ça c'est quelque chose que je vais définitivement écouter. On va encore régler des comptes. Ouais, là sur la ça musique. c'est ton dossier. Ok. Il y a quelque chose qui m'énerve, mais profondément. Dès qu'un film ou une série utilise de la musique des années 80, je peux mettre $20 sur ma table et dire je parie que l'article que je m'apprête à lire va parler de la musique et va dire de la musique comme John Carpenter. Mais John Carpenter, c'est pas le seul gars au monde qui utilisait des synthétiseurs dans les années 80 pour faire de la Non. musique de film. Stranger Things a eu son lot de la musique comme John Carpenter. Ouais. Je m'excuse, mais la musique n'a rien à voir avec celle de John Carpenter, si ce n'est l'utilisation de synthétiseurs. Qui est vraiment pas quelque chose de unique à John Carpenter. Oui, et puis c'est surtout très insultant d'entendre ça pour John Carpenter. Ouais. Parce que John Carpenter, c'est pas juste des synthétiseurs, c'est Mais des non. gros riffs de guitare électrique Ben oui, c'est super badass. Pour finir notre vidéo, en fait, je pense que c'est important de mentionner la fin de la saison, qui à mon avis est très prometteuse. Puis évidemment, là, comme on a eu la nouvelle qu'une deuxième saison va effectivement avoir lieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le dernier épisode. Ouais. Et c'est quelque chose qui est très alléchant parce que, comme on l'a dit, le scénario il est un peu faiblard. On aurait aimé ça, plus de conspiration, de ceci, de cela. Et donc attention, là c'est les plus gros spoilers qui s'en viennent. Le dernier épisode nous montre le shérif qui rejoint qui a l'air de rejoindre un peu le bord du gouvernement. Il monte dans une voiture. Ouais. On le voit venir déposer Des gaufres. des gaufres au milieu de la forêt. La nourriture préférée de Eleven. Donc on sent que Eleven n'est pas morte. Puis donc on a l'impression que cette fin de saison est un vrai cliffhanger. Ouais, ce qu'on voulait en fait depuis le début de la saison. C'est ça. Puis autre élément aussi, il y a Will qui est revenu de l'Upside Down avec encore des résidus de créatures en lui. Puis il vomit une sorte de Puis grosse on larve. dirait qu'il y a quelque chose en lui qui permet de un peu naviguer entre... Tu sais, il y a comme des flashs de l'Upside Down. Mhm. C'est comme s'il pouvait naviguer entre les deux dimensions à son aise. Puis je vais me faire une petite théorie sur ce que va être la deuxième saison. Attention. Moi, je pense que le groupe de jeunes vont découvrir les talents de Will. Vont découvrir sa capacité à justement naviguer entre les deux mondes. Puis ils vont utiliser ses capacités pour aller récupérer Eleven, qui est comme un peu perdu, je pense, dans l'Upside Down. Avec l'aide du shérif. Ouais. Qui lui est au courant. Ouais, lui est au courant de quelque chose qu'on ne sait pas encore. Donc c'est peut-être là-dedans qu'on va voir un peu creuser l'aspect conspiration, etc. Surtout que là, on a fait le tour des personnages. On sait qui ils sont. Puis là, on n'a plus besoin de les introduire. Donc, ce qui reste, ben, c'est du mystère. Donc, je pense que... C'est ce qu'on préfère. Ouais, je pense que la deuxième saison est extrêmement prometteuse. Donc, Les notes. les notes. Moi, je donne un 8 sur 10. Malgré ma déception initiale que c'était pas un truc à la Lost que mon cerveau fond à chaque 2 secondes, je trouve que c'est quand même une série qui est extrêmement efficace. C'est vraiment excellent. C'est bien fait. C'est super bien effectué. Puis ça fait du bien de voir un truc comme ça sur Netflix. Objectivement, je pense que je donnerais pas aussi haut que 8. Parce que quand j'ai repensé à la série, tout de suite après l'avoir regardée pour la première fois, j'arrêtais pas de me dire finalement c'est pas si bon que ça. Mais on dirait qu'en parler en ce moment, Ouais, moi aussi. j'ai redécouvert tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Et je vais aller avec un 8 aussi. Parfait. 8. 8. 16 sur 20. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça. On espère que cette vidéo vous a plu. On espère ne
qu'on vous a pas gâché Stranger Things. Pour ceux qui auraient regardé jusqu'au bout sans avoir vu la série, Vous êtes cons. non, c'est pas vrai, vous êtes pas cons, vous n'êtes pas cons, on vous aime. C'est vraiment une très bonne série, tout simplement. Elle a plein de défauts, mais elle a aussi beaucoup de points forts qu'on a redécouverts là en parlant. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis on espère que vous allez vous abonner à la chaîne. Puis commenter, liker la vidéo. Ouais, tout ça, tout ce que vous pouvez faire sur YouTube, faites-le. Puis faut pas oublier Facebook. C'est ça, abonnez-vous, likez la page Facebook, c'est là-dessus qu'on donne nos petites nouvelles. Oui. Il y a plein de nouvelles vidéos qui s'en viennent, on le sait, on l'a toujours pas fait, la vidéo sur Starry Eyes, elle va venir, on vous le promet. Un jour. Elle va venir. On a aussi un gros wrap-up de Fantasia qui va s'en venir. Avec nos coups de cœur de la programmation, puis on va vous partager tout ce qu'on a vécu à ce magnifique festival. Qui vaut vraiment la peine aussi. Et puis, c'est ça, on a d'autres idées qui pop-up dans notre tête régulièrement à chaque jour. Donc, plein de choses excitantes s'en viennent. Donc, merci beaucoup, et puis... on raccroche. Bye bye. On a torché ça. On n'a jamais été aussi efficace. On est des génies. Ah!